Inédit sur France Télévisions. Une abominable rumeur prétend que la première dame est un homme. Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Une théorie à l'ampleur internationale. Brigitte Macron has a penis. I'm sorry. Ça fait longtemps que j'ai aucune interrogation sur Brigitte Macron. On n'a aucune photo d'adolescence. Je comprends pas, ça pourrait être vachement simple, de la protéine prep. Avec un seul but. Éroder encore davantage la confiance à l'égard des institutions, des médias. C'est destiné à blesser et atteindre une femme dans ce qu'elle peut avoir de plus intime. Si on démolit Brigitte, naturellement on démolit Macron. La fabrique du mensonge, un documentaire suivi d'un débat présenté par Thomas Negaroff. Dimanche prochain dès 6h sur France.tv et à 21h10 sur France 5. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour le lancement de cette chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que je voulais lancer une chaîne YouTube et je dois dire que la soirée spéciale Brigitte hier sur France 5 me donne une occasion en or. Voilà, donc on va animer cette petite chaîne YouTube principalement, je pense, avec un bulletin hebdomadaire qui sera diffusé à 7h tous les lundis soirs. Donc n'oubliez pas de vous abonner et effectivement ça nous permettra de réagir à l'actualité française et internationale dans cette période de tous les dangers et de réagir aussi à l'actualité et des attaques dont nous sommes l'objet. Alors d'abord, la fabrique du mensonge. Alors tout simplement, j'ai pas donné suite à la fabrique du mensonge. La journaliste, la réalisatrice du documentaire Elsa Guiol m'a contacté. Je lui ai tout simplement répondu. Écoutez, on va s'abstenir. Les Macron ne vous ont pas attendu pour fabriquer le mensonge. Parce que déjà un journaliste qui vous accuse de mentir, puisqu'en fait je serais un fabricant de mensonges avant même d'avoir commencé tout échange. Ça donne pas vraiment envie de donner suite, d'autant que j'avais déjà répondu à France Inter, à BFM, au Monde, à Society, au Observateur. Enfin bon, j'avais un peu fait le tour des popotes, et puis qu'en plus cette émission est très marquée puisqu'elle est étroitement liée, voire intégrée à l'écosystème de ce qu'on appelle les fact-checkers, c'est-à-dire Audi Reichstadt, Tristan Mendès France. Enfin tout cet écosystème-là, on est vraiment dans de la mauvaise foi, et puis en plus de la captation de fonds publics, puisqu'ils nous ont essentiellement reproché de pouvoir vivre de notre travail, tout simplement. Et ils nous ont reproché de pouvoir vivre de notre travail. C'est-à-dire, regardez, ils font de l'argent, bah oui, on travaille et on vit de notre travail, et on ne prend pas l'argent des Français. Nous ne sommes pas des fonctionnaires de l'information, nous ne sommes pas sur le service public, nous ne dépendons pas du fonds Marianne. Nous, c'est comme un boulanger, si vous voulez. Le boulanger fait du pain et les gens vont l'acheter. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Et on n'a pas, parce que cet écosystème-là, c'est le ministère de la vérité, si vous voulez. C'est-à-dire que, mais c'est vous qui payez. C'est le ministère de la vérité. Donc vous êtes, et c'est vous qui payez, puisque je parle même pas de la carte de presse, hein, qui est une niche fiscale. Enfin voilà, donc voilà ce que c'est que la fabrique du mensonge d'Elsa Guiol, d'où le titre de cette vidéo, Brigitte Macron, comment France Télévisions fabrique du mensonge, et ce qui va nous permettre aussi de décortiquer les mécanismes de manipulation médiatique avec un cas d'école qui est ce documentaire. Alors d'abord, ce documentaire, il est dans un contexte qui est une opération de com lancée par les Macron dans le cadre de la procédure américaine. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont porté plainte contre Candace Owens l'été dernier. Or, le 28 avril devait avoir lieu la première phase de cette procédure, qui est l'examen devant la justice du Delaware d'une requête en nullité déposée par Candace Owens. Non pas qu'elle ne veuille pas aller en procès contre les Macron, c'est pas du tout son problème, elle ne craint pas du tout ça, mais elle veut simplement que cette procédure ne se déroule pas devant le Delaware, la justice du Delaware, qui est réputée aux États-Unis plutôt très hostile aux conservateurs. Et les arguments sont ce qu'on appelle le forum shopping, c'est-à-dire en vérité le choix du tourisme judiciaire, si on veut en français. Voilà, donc cette première phase devait intervenir le 28 avril. Or, l'avocate Candace Owens s'est désistée le 25 avril.
Ce qui fait que cette première phase a été décalée au 22 juin. Donc retenez bien la date du 22 juin. C'est cette date qu'il faut inscrire dans votre agenda, puisque le 22 juin 2026, c'est-à-dire dans 2 semaines, aura lieu la première phase du procès des Macron contre Candace Owens, procès qui, je le rappelle, ne vise absolument pas le cœur du dossier, n'est pas visé le fait que Brigitte Macron a connu Emmanuel Macron quand ce dernier avait 14 ans, que leur rencontre constitue un détournement de mineur, et que Brigitte Macron est née sous le nom de Jean-Michel Trogneux et vit sous l'identité de sa sœur cadette Brigitte depuis le milieu des années 80, ce qui constitue une usurpation d'identité continue dans le temps. Voilà, ces affirmations n'ont jamais fait l'objet de poursuites des Macron, que ce soit contre Natacha Ray, que ce soit contre Candace Owens. Premier procès en diffamation français contre Natacha Ray et Amandine Roy, qui d'ailleurs a été perdu par les Macron, puisque Amandine Roy et Natacha Ray ont été relaxés en appel. L'affaire a été portée en cour de cassation. Et puis, au niveau du procès américain, Candace Owens est simplement poursuivie pour 2 passages essentiellement. Un passage où elle assimile la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron à une manipulation MKUltra. Et un deuxième passage où elle sous-entend, ou du moins s'interroge, sur le fait que la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron pourrait être de nature incestueuse. Voilà, ce sont ça les 2 passages qui sont visés. Donc les conclusions, le cœur du dossier, en vérité, n'est jamais visé. Donc les Macron ont lancé, dans le cadre de cette première date qui devait intervenir le 28 avril, ont lancé une opération de com' pour étouffer l'affaire. Mais cette opération de com' se déroule dans le vide, le procès ayant été décalé au 22 juin. Voilà, donc là, ils sont en train de tirer toutes leurs cartouches. Alors, la première cartouche, ça a été l'article dans la Tribune dimanche fin avril, sous la plume de Pauline Delassus, qui est la fille de Laurent Geoffrin, grand éditocrate socialiste, avec qui d'ailleurs elle vient de signer un livre avec son père sur leur grand-père Jean-Pierre Mouchard, qui était trésorier du Front National. En plus, une militante, elle ne se cache pas, éco-responsable et LGBT, puisqu'elle est en couple avec sa consoeur Aurélie Raya. Donc elle est dans toutes les grandes problématiques sociétales. La famille Mouchard-Geoffrin, à chaque génération, vous avez l'idéologie du moment, puisque la génération, l'arrière-grand-père avait été radié de la fonction publique pour cette collaboration avec l'ennemi. Donc le grand-père, trésorier de Jean-Marie Le Pen, le père, Laurent Geoffrin, éditocrate socialiste passé par toutes les rédactions, et la fille, militante LGBT, éco-responsable, elle-même, et tout qu'elle porte le nom de sa mère, Sylvie Delassus, qui est éditrice chez Albin Michel Voile. Donc on est vraiment dans le milieu, dans le petit milieu parisien qui vit en vase clos. Et d'ailleurs, elle était donc invitée au débat à la fin de l'émission, et les 2 autres invités, puisqu'un débat, normalement, le principe du débat, c'est que ça réunit des gens qui ont des vues différentes sur un sujet. Donc là, c'était pas un débat, c'était de l'entre-soi. D'ailleurs, ils s'en cachaient même pas, puisqu'ils se tutoyaient les uns les autres et s'appelaient par leur prénom. Donc les 2 autres intervenants, c'était Gaspard Ganzer, qui est un camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, dans ce qu'on appelle la promotion Cédar Sangor, qui est un communicant, puisqu'il a été le community manager de François Hollande pendant son quinquennat. D'ailleurs, c'est pas un très bon communicant, puisque quand son nom est sorti, il avait oublié de nettoyer lui-même ses réseaux sociaux, et il avait laissé sur Facebook des photos où il était en train de fumer des joints. Ça, c'est Gaspard Ganzer, et le deuxième intervenant, c'était Sibeth Ndiaye, dont on se rappelle. Elle aussi, c'est une très grande communicante, c'est-à-dire qu'elle était porte-parole du gouvernement, donc c'est carrément la porte-parole de Macron qu'on avait invité, donc porte-parole de Hollande, camarade de promo de Macron. En fait, il y avait 3 porte-paroles d'Emmanuel Macron, quoi. Et puis, pareil, elle s'est spécialiste de la communication, c'est elle qui s'était distinguée au moment de la mort de Simone Veil, avec ce message envoyé aux journalistes, la meuf est dead.
Voilà, on en est là. Donc au niveau de l'effondrement du niveau général. Donc il y avait cet article de la Tribune dimanche, c'est la plume de Pauline Delessu fin avril, donc qui disait qu'en gros, grosso modo, Brigitte Macron souffrait beaucoup, que pour elle le ciel n'était plus bleu et que surtout les Macron n'avaient aucune certitude quant à la viabilité de leur action aux États-Unis. C'est pas compliqué de comprendre que si je vous accuse d'être votre sœur ou d'être votre frère, c'est celui qui profère l'accusation qui se discrédite. Il n'y a même pas besoin d'engager 150 procédures, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Enfin, tout ça n'a aucun sens, quoi. Donc là, ils sont pas sûrs de la viabilité de l'action. Il faut dire qu'ils ont déjà perdu un procès contre Amandine Roy et Natacha Ray en France, c'est-à-dire qu'ils ont perdu à domicile, avec des avocats. Je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui nomme les juges. Il est garant, il nomme les juges et il est garant de l'indépendance de la justice en France. Donc en fait, il jouait à domicile. Et même à domicile, en choisissant l'arbitre, il n'était pas capable, et avec les moyens qu'ils ont, de gagner ce procès contre Natacha Ray. Donc vous imaginez bien qu'aux États-Unis, ça paraît complètement impossible. Donc évidemment, il commençait à désamorcer sur le fait que, en fait, cette poursuite contre Candace Owens n'était qu'une opération de communication destinée à gagner du temps. La deuxième phase de cette opération de communication était le livre de Florian Tardif, qui a acheté cette histoire que les Macron ont essayé de vendre à tous les journalistes depuis 2 ans, c'est-à-dire grosso modo, à partir du moment de la phase Zoé Sagan, les Macron commençaient à raconter aux journalistes que Macron avait une liaison avec une actrice iranienne, ce qu'on appelle un contre-feu. Sur le modèle de ce qu'avait été le contre-feu de l'affaire Mathieu Gallet, puisqu'en fait, au moment où l'opération de com pendant la première campagne présidentielle en 2016, quand on officialise qu'en vérité la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron à son commencement relève du détournement de Miller, les Macron, pour maquiller ça, vont lancer eux-mêmes l'affaire Mathieu Gallet. Ça a été rapporté par une journaliste de Gala, Candice Nedelec, et par un journaliste d'investigation qui s'appelle Marc Andevelde, qui raconte bien que c'est à Bercy. En fait, les Macron vont réseauter. Il y a à l'époque Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Ils organisent 2 dîners de réception par jour pour réseauter le tout Paris des affaires, de la culture, etc., des journalistes, etc. Et donc ils ont cramé la caisse, évidemment. Et au moment où les invités vont partir, Brigitte se lève et dit et vous savez, Emmanuel Macron n'est pas homosexuel, il n'est pas en couple avec Mathieu Gallet. Et à ce moment-là, quand les gens reviennent, ils discutent avec leur entourage. Vous savez, il y a une rumeur qui dit que Macron est en couple avec Mathieu Gallet. Et c'est comme ça que le feu de brousse a pris. Et il est aujourd'hui établi, mais ce n'est jamais rappelé, mais c'est établi par des journalistes tout à fait mainstream, comme on dit aujourd'hui, que les Macron avaient été eux-mêmes les diffuseurs de la rumeur Mathieu Gallet. Et quand on comprend le contexte dans lequel cette rumeur avait été diffusée, on comprend qu'elle avait été diffusée, on se rappelle tous qu'on parlait tous de Mathieu Gallet au moment était officialisé en filigrane la vraie nature de la rencontre entre Emmanuel et Brigitte Macron, qui relève effectivement du détournement de mineurs, puisque lors de la rencontre, Emmanuel Macron avait 14 ans, et puis qu'ensuite Emmanuel Macron est parti en terminale à Henri IV pour sa terminale, donc il a 16 ans. Donc la relation s'est nouée entre 14 et 16 ans, et comme Brigitte Macron est adulte ayant autorité, la majorité sexuelle est dans ce cas-là fixée à 18 ans, et la question du consentement ne se pose absolument pas. Donc là, on a un journaliste qui vient acheter l'histoire de Emmanuel Macron, coureur de jupons, en couple avec une actrice iranienne, et c'est pour ça, ayant découvert cette relation, dit-on, platonique, on voit typiquement les éléments de langage des Macron, c'est-à-dire platonique, dont on ne sait rien, que Brigitte Macron aurait giflé Emmanuel Macron dans l'avion. Alors c'est étrange comme opération de communication, puisque ça permet de remettre sur le devant de la scène l'épisode de la gifle, où effectivement il y avait eu encore un effet stressant, puisque les Macron avaient menti en disant que c'est des images diffusées par les Russes, générées par l'IA, ils avaient ensuite changé de version en expliquant que c'était des chamailleries, enfin tout ça n'a absolument aucun sens. Donc deuxième phase de l'opération de communication, Emmanuel Macron
hétérosexuel, coureur de jupons. Et là, troisième phase de l'opération, le documentaire La fabrique du mensonge, donc qui d'ailleurs non sans hypocrisie, puisqu'on voit très bien au niveau de la post-production que les équipes de La fabrique du mensonge se sont pas privées dans le choix des photos, de mettre des photos très peu avantageuses pour Brigitte, notamment des photos des pieds. J'ai été surpris de voir des assemblages avec des photos de la planète des singes, des comparaisons de visages avec Patrick Juvet. Enfin, on sent que quand même ils se sont fait plaisir et qu'en même temps on recherche quand même l'audience, puisqu'on sait très bien que c'est un sujet qui va faire l'audience, et ce qui n'a pas manqué puisqu'il y a eu 900 000 téléspectateurs, ce qui est tout à fait exceptionnel pour France 5, avec 5,1% de part d'audience. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec comment on fabrique le mensonge, comment la fabrique du mensonge, comment France Télé a fabriqué le mensonge au sujet de l'affaire Brigitte Macron, avec des procédés. C'est-à-dire qu'il y a des grosses ficelles et ça permet aussi de faire un peu de pédagogie. Alors, la première technique, c'est de réécrire la chronologie. C'est-à-dire quand il y a une affaire qui vous embête, pour la nier, vous modifiez la chronologie. Je vais donner 2 exemples très simples. L'affaire Alstom. L'affaire Alstom, on nous raconte que c'est une opération qui a été menée en 2014. Or, un rapport avait été commandé par Emmanuel Macron dès le mois d'octobre 2012, quand il était secrétaire général adjoint chargé de l'économie à l'Élysée, un rapport commandé à un cabinet américain qui recommandait la vente d'Alstom à General Electric. Donc c'est bien Emmanuel Macron qui était à la manœuvre depuis octobre 2012 à l'Élysée, et l'opération était encore antérieure, puisqu'Olivier Marleix va découvrir lors de sa commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, le pacte de corruption, que le banquier d'affaires de Bouygues, c'est-à-dire la banque Rothschild, s'était déplacé aux États-Unis dès l'été 2012 pour engager les négociations en vue de ses parts dans Alstom. Donc modification de la chronologie. Donc c'était pas 2014, c'était bien antérieur, au moins l'été 2012. Autre manipulation sur la chronologie, l'affaire Epstein, cas typique, où on a d'abord raconté que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell s'étaient connus au début des années 90 à New York, après la mort de Robert Maxwell, quand Ghislaine, ayant perdu son père, était arrivée à New York et avait rencontré Jeffrey Epstein, ce qui est information dont on a découvert qu'elle était fausse, puisque leur relation était antérieure et qu'ils se connaissaient depuis les années 80 et qu'ils s'étaient rencontrés dans le giron de Robert Maxwell. Alors pourquoi cette modification de la chronologie ? Ça permettait tout simplement de masquer les commanditaires de l'opération menée par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, c'est-à-dire essentiellement, dans ce cas-là, le renseignement israélien, puisque Robert Maxwell était bien l'Israël super spy décrit par Gordon Thomas, c'est-à-dire le super espion israélien. Voilà, donc la modification de la chronologie permet souvent de cacher une affaire et de l'étouffer. C'est un ressort tout simple. Donc là, c'est très simple. On nous explique que l'affaire débute par une vidéo de Natacha Ray chez une médium, Amandine Roy, et qu'il y a un buzz. Et donc du coup, là, l'affaire part de rien. C'est-à-dire c'est une vidéo sur YouTube par 2 kidam. Donc c'est... il n'y a pas d'affaire, quoi. En fait, c'est du commérage. C'est du commérage sur YouTube. En fait, c'est pas ça du tout l'affaire. L'affaire, c'est que Natacha Ray, c'est une femme qui a une thèse. Et donc l'affaire ne commence pas en décembre 2021. L'affaire commence 6 mois plus tôt, puisque Natacha Ray, qui a une thèse, c'est-à-dire que Brigitte Macron est en réalité son frère Jean-Michel Trogneux, rentre en contact avec moi. Elle suspecte une des membres de la famille, par alliance de Brigitte Macron, d'être la vraie mère des enfants. On découvrira que ce point-là est faux, mais elle suspecte cette dame d'être la vraie mère des enfants, Laurent, Stéphane et Sébastien. Je trouve son numéro de téléphone à cette dame et je dis à Natacha Ray, on utilisera, on lui posera des questions le moment venu, et Natacha Ray prend les devants et elle va contacter cette femme en lui envoyant l'assemblage photo, le petit garçon sur la photo, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, et une photo actuelle de Brigitte Macron, en lui disant « Je sais tout pour vous, je sais tout pour Jean-Michel, je sais tout pour Laurent, Stéphane et Sébastien ». Et quelques jours plus tard, Natacha Ray
va voir la gendarmerie débarquer chez elle, l'emmener et la placer en garde à vue, une garde à vue extrêmement violente, pendant laquelle elle va dire qu'elle est en contact avec moi, à la suite de quoi mon webmaster va être placé sous contrôle judiciaire pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Hein, et donc c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que moi je vois factuellement, une femme a une thèse, elle contacte un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron, donc question, est-ce que ça a dérangé? C'était ça la question en substance, et est-ce que Brigitte a peur non, la question très précisément, c'était pourquoi Brigitte rechigne-t-elle à s'épancher sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé, tout simplement. Et je m'appuyais factuellement sur l'histoire d'une femme qui avait une thèse, qu'il avait soumise à un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron, et qui, à la suite de ça, avait été emmenée en garde à vue. Elle envoie des messages sur WhatsApp. Je signale, pour expliquer à quel point c'est anormal, que par exemple on voit dans l'affaire Liana que l'individu suspecté de l'avoir violée et tuée avait visiblement des antécédents, puisqu'il y avait eu des signalements, d'innombrables signalements pour des faits de viol sur mineurs. Or, on a aujourd'hui un témoignage de la mère d'une des victimes qui dit que elle, quand elle appelait la gendarmerie, pour avoir des nouvelles de ça, où en était sa plainte par rapport à sa fille de 11 ans qui s'était fait violer, la gendarmerie lui demandait d'arrêter, il lui avait dit arrêtez de nous harceler. Voilà. Donc en fait, on comprend bien ce que ça veut dire là, l'histoire du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, en France, un harceleur, la définition radicale d'un harceleur dans la France d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui soit s'indigne de la prolifération de la pédocriminalité au sein de nos élites, ou qui se plaint que son enfant ait été violé. Voilà, on en est là. Donc c'est pour ça que je dis que la garde à vue, mon relais de la thèse de Natacha Arès sous l'angle de sa garde à vue et de poser la question de sa thèse dans le Mystère Brigitte Macron, donc la première phase, Mystère Brigitte Macron, qui est publié à la fin de l'été 2021, est tout à fait justifié. Suite à quoi, un contrôle fiscal a été engagé au mois de novembre sur la société mère de la lettre confidentielle que je dirige alors. Et voilà, donc on a déjà, il y a déjà quelque chose. Ensuite, Emmanuelle Anison, qui est une journaliste au Nouvel Observateur, va se pencher sur cette garde à vue. Elle va interroger les membres par alliance de la famille de Brigitte Macron qui sont à l'origine de la garde à vue, et elle va découvrir quoi? Que cette garde à vue a été pilotée depuis le début par l'Élysée, puisque ces membres de la famille par alliance du couple présidentiel ont immédiatement appelé l'Élysée après avoir reçu les messages, et l'Élysée les a poussés à porter plainte en leur assurant qu'il les soutiendrait. Voilà. Donc en fait, l'affaire débute en juin 2021 avec la garde à vue de Natacha Arès sur intervention de l'Élysée. Elle ne commence pas avec une vidéo ex nihilo de Natacha Arès chez une voyante. Voilà. Donc ça, c'est comment on truque la chronologie. Et pour petite parenthèse sur l'affaire Liana, pourquoi cet individu a pu échapper, ce que Emmanuel Macron appelle des dysfonctionnements. D'ailleurs, Laurence Beneux a bien rappelé que c'était quoi la rencontre avec Brigitte? C'était également un dysfonctionnement, et que cette histoire était dramatique, cette histoire à la fois assumée et exposée au plus haut sommet de l'État, donnait effectivement un sentiment d'impunité aux pédocriminels, suite à quoi Laurence Beneux a été coupée sur BFM TV. Je pense que tout le monde a vu cette séquence sur les réseaux sociaux. Laurence Beneux, qui est la plus grande spécialiste dans la presse des affaires pédocriminelles, qu'elle couvre depuis une trentaine d'années. Donc vous avez son dernier livre, Pédocriminalité, l'hypocrisie française. Et en fait, Laurence Beneux, vous la connaissez sans la connaître, puisque en fait les reportages, nombre de reportages de Karl Zéro, en fait, sont des mises en image
d'enquête de Laurence Beneux. Donc aussi, il faut soutenir ces journalistes. Voilà. Donc tout simplement. Donc mensonge sur la chronologie et pourquoi dans l'affaire Liana la parole des enfants n'est pas écoutée, parce que il y a un précédent en France qui est très important qui s'appelle l'affaire d'Outreau et qui est à la manœuvre de la manipulation d'Outreau, qui consiste à transformer une affaire dans laquelle 12 enfants sont reconnus victimes de viol en affaire des acquittés d'Outreau, qui est un narratif qui consiste à dire qu'on ne peut pas écouter la parole des enfants et que les enfants sont des menteurs. Qui est à la manœuvre de ce narratif? C'est monsieur Éric Dupond-Moretti, qui deviendra ministre de la Justice de Brigitte et Emmanuel Macron, et qui est leur porte-parole de facto, dans le cadre de la plainte déposée contre Candace Owens. Donc, Éric Dupond-Moretti, donc ça tombe très mal, en fait, ce documentaire, puisque sur la question des 14 ans, le documentaire nous explique qu'en vérité, la pédocriminalité est une obsession des complotistes. Vous voyez, en pleine affaire Liana. Il y a un problème de sens du timing. C'est-à-dire que le documentaire est également diffusé le week-end de la mort de Bernadette Chirac, qui a été... bon, là, il n'y a pas de statut de première dame en France. De jure, il n'y a pas de première dame. De facto, il y a une première dame. Et Bernadette Chirac, dans cette élection-là, n'a suscité aucune critique, tout au plus quelques moqueries sur sa coupe de cheveux ou sur les aventures extra-conjugales de Jacques Chirac, mais c'était une personnalité tout à fait populaire qui avait institué les pièges jaunes. Enfin, il n'y avait pas de soucis avec Bernadette Chirac. Donc en fait, le décès de Bernadette Chirac vient apporter un point de comparaison par rapport à Brigitte, où effectivement le documentaire tombe très mal. Donc affaire Liana, donc c'est bien gentil en pleine affaire Liana de venir nous expliquer que les 14 ans, ok, c'est vrai, mais que la pédocriminalité c'est une obsession des milieux complotistes, et puis de venir faire de diffuser un documentaire sur Brigitte Macron le week-end du décès de Bernadette Chirac. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Il y a vraiment un problème de sens du timing. Alors, il y a un deuxième sujet, donc il y a manipulation de chronologie, et là, on voit aussi un mépris de classe pour Amandine Roy et Natacha Ray, puisqu'en fait, on est sur des journalistes de ce qu'Emmanuel Todd appelle très justement les crétins surdiplômés, c'est-à-dire les bobos, qui... c'est la sociologie Montreuil, Canal Saint-Martin, quoi, qui se sentent très très supérieurs intellectuellement. Et donc il y a un mépris profond pour la province et un mépris de classe pour Amandine Roy et Natacha Ray, et qui s'accompagne d'une incompréhension totale de ce qu'est l'âme de la France. C'est-à-dire que la vidéo de Natacha Ray chez une médium, pour ces gens-là, c'est quelque chose de dérisoire et de ridicule. Or, ça s'inscrit dans une tradition française très très ancienne et très profonde qui renvoie à l'âme de la France, qui est ces mystiques catholiques féminines. C'est une très grande tradition de Jeanne d'Arc à Marie-Julie Géhénie, Sainte Marie-Marguerite, Thérèse de Lisieux, etc. Et en fait, dans le public en France, c'est à cet inconscient-là que ça renvoie. Et c'est pour ça que la démarche de Natacha Ray, qui est une démarche intuitive, mais avec sa sincérité, et même si l'amateurisme transparaît, les Français vont avoir une immense sympathie pour Natacha Ray, qu'on salue puisqu'elle est aujourd'hui atteinte d'un cancer, qu'elle est à l'article de la mort. Enfin, il y a vraiment pas de quoi se moquer et se gausser, d'autant qu'en plus, c'est vraiment l'âme du peuple français, cette espèce de démarche de recherche de la vérité spirituelle, et ça renvoie vraiment à la tradition des grandes mystiques catholiques féminines qui font l'histoire de France qui est ce paradoxe, qui est aussi le pays de la raison, qui est le pays de Descartes jusqu'à Auguste Comte, en passant par les encyclopédistes, c'est aussi le pays de la raison. Et la France, c'est cette alchimie
C'est cette alchimie subtile de pays, de mystiques catholiques comme ça, avec ce grand pays d'ingénieurs, de grandes infrastructures, ce pays, voilà, c'est la raison, les ingénieurs, les grandes infrastructures, Veolia, Vinci, Eiffage, et en même temps ce mysticisme féminin catholique. Et c'est vraiment cette alchimie-là, l'histoire de France. Et d'ailleurs, le dossier est déjà dans l'histoire de France, puisque Éric Dupond-Moretti reconnaît déjà que c'est une affaire d'État, et dans les milieux maçonniques, on considère que cette affaire rappelle les libelles pré-révolutionnaires qui visaient Marie-Antoinette, et dans les milieux légitimistes, d'ailleurs les gens nous disent, mais vous vengez Marie-Antoinette, c'est la revanche de Marie-Antoinette, Marie-Antoinette qui, comme un clin d'œil de l'histoire, comme un kéros, a été décapitée une seconde fois lors de la cérémonie d'ouverture des JO organisée par les Macron. Voilà, donc il y a quand même une incompréhension profonde de ce qu'est la France de la part de ces crétins surdiplômés, de ces bobos hors sol, et de leur mépris profond, mépris de classe et mépris de ce qu'est la France, qui transpire à travers le traitement réservé à Amandine Roy et à Natacha Ray, et ce qui est d'autant plus dégueulasse que je rappelle que Natacha Ray, jusqu'à preuve du contraire, a jamais été condamnée, puisqu'elle a été relaxée en appel, et qu'elle est aujourd'hui à l'article de la mort. Alors, au niveau de la rationalité, donc je disais que la France, c'était cette alliance de la mystique catholique féminine et de la rationalité, et donc moi, j'ai fait le deuxième, si on veut, j'ai essayé, en tout cas, j'ai tenté d'incarner ce classicisme français à travers un livre, donc Devenir Brigitte, donc qui n'est jamais poursuivi, puisque c'est la conclusion du documentaire. Xavier Poussard a été auditionné à la police à Milan et ne fait pas l'objet de poursuite. Donc ce livre, non seulement n'est pas poursuivi en diffamation, alors on peut toujours dire oui, mais alors parce qu'au début c'était l'argument, oui mais Xavier Poussard, vous comprenez, c'est des lettres confidentielles, ça n'a pas d'impact. Là le livre est resté une semaine dans le top 20 des ventes Amazon aux États-Unis, donc c'est un best-seller aux États-Unis, et il est resté 6 mois numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues en France, devant Frida McFadden. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas. C'est un fait de société incontournable qui intervient dans une affaire d'État et qui constitue la preuve. Dans les preuves, il y a, moi ce que je préfère d'ailleurs au terme de preuve, la preuve si vous voulez c'est le livre. Moi ce que je préfère c'est le terme de pièces à conviction. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pièces à conviction qui sont présentées dans ce livre et tout est sourcé. Alors, si vous sourcez pas, on vous dit c'est une théorie du complot. Puis si vous sourcez, on vous dit ah oui mais alors l'argument c'est le millefeuille argumentatif. C'est l'argument qui est avancé dans le documentaire. On n'a rien à dire sur le livre de Xavier Poussard. Vous comprenez qui va s'attaquer à un millefeuille argumentatif. Alors pourquoi j'ai mis beaucoup de notes de bas de page et j'ai tout sourcé? Parce que d'abord j'ai voulu faire un texte assez simple, puisque en fait je raconte l'affaire à Candace Owens en vérité. Donc c'est un récit de l'affaire, mais je l'ai écrit pour que ce soit compris par Candace Owens, qui est une noire américaine. Donc c'est l'autre absolu. C'est une femme noire américaine, un autre continent, autre race, autre sexe. Donc c'est l'autre absolu. Ça aurait pu être une chinoise, une indonésienne, une russe. Dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que je raconte à quelqu'un qui ne connaît pas la vie politique française. Donc c'est pour ça que je fais quelque chose d'assez fluide avec des notes de bas de page. Et pourquoi je fais des notes de bas de page? Parce que des fois, des éléments sont complètement incroyables pour quelqu'un qui est extérieur à la situation française. Quand je raconte que monsieur Éric Dupond-Moretti, dans un procès d'inceste à Amiens, c'est-à-dire le père qui viole ses 2 filles, il a collé un môme à une des 2 filles qu'il a violées. Et à ce moment-là, Dupond-Moretti intervient dans le procès et construit le narratif de l'inceste consenti, sinon heureux.
Donc le père incestueux ressort libre du tribunal et 2 ans après, il tue une de ses filles. Enfin, l'affaire est tellement incroyable, l'affaire Manéché, le procès d'Amiens. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti va opérer avec un avocat qui est très proche de la famille Trogneux. Enfin, quand je raconte ça à des gens, l'inceste heureux, le ministre, l'homme qui était nommé ministre de la Justice par Emmanuel Macron, a construit un narratif, une plaidoirie lors d'un procès basé autour de l'inceste consenti, sinon l'inceste heureux, happy incest. Quand je dis ça à Candace Owens, elle me dit mais il faut mettre les sources parce que personne ne va te croire. Donc c'est pour ça que tout est sourcé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un livre qui est extrêmement classique, selon des méthodes d'investigation classiques avec un état de l'art et puis ensuite une contre-enquête. Et donc au rang des pièces à conviction, terme que je préfère à preuve, il y a effectivement les photos, c'est-à-dire les photos du passé de Brigitte Trogneux et les photos du passé de Jean-Michel Trogneux. Et on voit sur ces photos que Brigitte Trogneux n'est pas Brigitte Macron. Et ces photos sont analysées avec un outil qui s'appelle la reconnaissance faciale, donc techniquement ça s'appelle l'intelligence artificielle visuelle, connue sous le nom de reconnaissance faciale. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la photo de Brigitte Trogneux à 10 ans, qui est connue comme la photo de communiante, ce qu'on appelle la photo de communiante, donc Brigitte Trogneux à 10 ans, et puis ils essayent alors là ils reconnaissent, on obtient les mêmes résultats que Xavier Poussard. Donc en plus ils se sont imaginés que j'avais cherché à truquer les résultats d'intelligence de reconnaissance faciale, enfin c'est absurde, et ensuite ils essayent le logiciel sur eux avec des photos quand ils ont 4 ou 6 ans, en expliquant qu'on trouve n'importe quel résultat. Bon, d'abord, j'ai pas voulu faire dans le livre une thèse sur la reconnaissance faciale, mais ce qu'ils font, je vais trouver une comparaison assez simple. Si vous voulez, c'est est-ce qu'on imaginerait une émission de télé sur l'automobile qui prendrait une Formule 1 Ferrari et qui la mettrait en brousse et qui dirait, vous voyez, la Formule 1 de Ferrari, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ah non, c'est fait pour fonctionner en circuit. Et inversement, un 4x4, si vous le mettez sur un circuit de Formule 1, vous n'avez aucune plus-value. Vous voyez, c'est la question du rapport entre l'outil et le matériel. Donc j'en reviens à ma pièce à conviction, qui est non pas la photo de communiante, mais qui est la photo de mariage de Brigitte Trogneux, puisque je rappelle la biographie officielle, on nous raconte que Brigitte est née Trogneux le 13 avril 1953, qu'elle a épousé André Auzière le 28 juin 1974 au Touquet, et qu'ensuite elle se reconvertit dans l'enseignement au milieu des années 80, à la suite de quoi elle rencontrera Emmanuel Macron, qu'elle épousera en 2007, après avoir divorcé d'André Auzière. Donc ça, c'est l'état civil. Vous avez un état civil. Voilà. Ensuite, vous avez une photo, qui est la photo de mariage. Donc c'est une ligne de l'état civil qui correspond à une photo. C'est la photo du mariage entre Brigitte Trogneux et André Auzière. Donc cette photo, elle est... alors d'ailleurs, c'est ni moi ni Natacha Ray qui l'avons trouvée. Elle n'a pas été fournie par les Macron, et pour cause, lors de l'écriture de la biographie, mais elle a été trouvée par une journaliste qui vient de la presse économique et qui était là pour écrire une hagiographie de Brigitte Macron et qui a rencontré toutes les difficultés du monde, qui s'appelle Sylvie Baumel. Sylvie Baumel va trouver cette photo, et puis c'est vrai que cette photo, si on la regarde sans la prêter attention, on passe un peu à côté. Et puis en plus, elle n'était pas en très bonne qualité. Donc moi, j'ai recherché tous les exemplaires disponibles de cette photo, puisqu'elle est issue d'un faire-part de mariage paru à l'époque dans la presse. Et puis j'ai fini par la trouver dans une édition bien conservée des Échos du Touquet, en très bonne qualité. Je l'ai numérisée, et on a un visage qui est complètement exploitable par la reconnaissance faciale, c'est-à-dire c'est le format qu'on appelle aujourd'hui le format carte d'identité. C'est-à-dire quand vous faites votre photo pour votre carte d'identité, on vous demande de dégager les cheveux, d'enlever les lunettes, d'avoir une expression faciale la plus neutre possible. Et donc là, vous avez vraiment cette configuration-là. Je rappelle que le visage est adulte, le visage est formé, elle a 21 ans. Bon, quel usage on fait de la reconnaissance faciale d'habitude ? La reconnaissance faciale, vous l'utilisez dans la vie de tous les jours. C'est pas très compliqué, vous avez votre carte d'identité. La carte d'identité, c'est 15 ans. D'accord ? C'est 15 ans de validité, la carte d'identité. Donc vous ouvrez un compte en banque en ligne ou vous prenez l'avion, vous allez scanner votre carte d'identité.
Donc, on repère le visage, la machine repère le visage sur la carte d'identité, et ensuite scanne votre visage, et s'il correspond au visage que vous présentez, vous passez, et l'opération est validée. Donc, pour reprendre le cas de cette photo précise, cette photo, elle date de 1974. Les premières photos de Brigitte, dans son état actuel connu, remontent au milieu des années 80, ce sont des photos de classe, quand elle rentre dans l'enseignement, non pas à Amiens, mais en Alsace. Donc c'est des photos qui datent de 86. Donc entre 74 et 86, vous êtes sur 12 ans. Donc en fait, la reconnaissance faciale tourne à plein. Il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que je dis que c'est une pièce à conviction. Hein, et quand vous analysez donc le résultat attendu, en général, là j'en ai parlé, alors on dit c'est un logiciel chinois. Alors je suis assez fasciné par cette expression qui consiste à parler de logiciel chinois comme si les Chinois, en fait, c'est des types un peu sales qui vendent des chargeurs portables qui sont pétés au bout de 3 semaines, quoi. C'est pas ça. Enfin, renseignez-vous quand même sur le développement économique de la Chine, qui est en passe, si ce n'est déjà fait, d'être la première puissance économique au monde, avec des avancées technologiques. On n'est plus du tout dans la Chine d'il y a 20 ans, qui faisait de la rétro-ingénierie. Aujourd'hui, on est sur des technologies de pointe, et j'ai utilisé tout simplement, donc c'est pas un logiciel chinois, c'est le leader mondial du secteur qui est reconnu comme tel par le Forum économique mondial, qui s'appelle Guangzhou en Chine, qui s'appelle MEGVI, et qui est le leader mondial de l'intelligence artificielle visuelle et donc de la reconnaissance faciale. En plus, j'ai pu discuter avec des interlocuteurs qui ont eux-mêmes demandé à des ingénieurs comment avoir une utilisation optimale de l'outil, qu'on donnait tout ce que je viens de vous expliquer, avec un score qui est fixé à 70. Donc dans le livre, j'ai montré pour chaque configuration de photo les résultats attendus dans des situations où l'identité est validée par ailleurs, et les résultats obtenus dans ce cas-là. Et sur la photo de mariage, donc qui est la principale pièce à conviction, versus les premières photos de classe 12 ans après de Brigitte telle qu'on la connaît actuellement, on est sur des scores qui sont à 50 ou 52 ou 53. C'est-à-dire on n'est pas un petit peu en dessous du score qu'on attend. On est à 17 points en dessous du seuil de validation. C'est-à-dire que, hors de toute marge d'erreur, la reconnaissance faciale, dans son utilisation, je dirais la plus dans les règles de l'art, vous dit clairement et hors de toute marge d'erreur que Brigitte Macron n'est pas l'individu né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953, épouse Osière. Donc en fait, vous avez 2 individus. Vous avez Brigitte Trogneux, épouse Osière, et puis vous avez Brigitte Osière, épouse Macron. Mais si vous avez 2 individus sur un seul état civil, je ne conteste pas du tout l'authenticité de cet état civil. Si vous avez 2 individus pour un état civil, vous êtes dans le cadre d'une usurpation d'identité, et en l'occurrence, de l'usurpation d'identité d'une sœur par son frère. Et comme dans le détournement de mineur, l'usurpation d'identité n'a rien à voir avec le consentement. C'est-à-dire, est-ce que la sœur était d'accord? Est-ce que c'est la sœur qui l'a voulu d'une façon ou d'une autre? Ne rentre pas en ligne de compte. Hein, c'est un secret intrafamilial, mais la question du consentement ne rentre pas en ligne de compte. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous n'avez pas le permis de conduire, vous prenez le permis de conduire d'un ami, vous êtes contrôlé par la police, vous tendez le permis de conduire de votre ami, la police regarde la photo et voit que ce n'est pas vous. Vous n'avez pas argumenté, oui, mais enfin, c'est un ami. Non, c'est une usurpation d'identité. Voilà, donc on est dans un cadre d'une usurpation d'identité prolongée. Alors ce fait est tellement gênant que souvent les journalistes ont préféré ne rien dire. Hein. Les journalistes disaient rien. Et puis ça a commencé à être abordé par le journal Le Monde dans son article sur un article Fleuve sur l'affaire. Le journaliste Olivier Faye a écrit, je vais citer, sa démonstration s'appuie sur un nouveau joujou. Donc c'est un joujou, hein, c'est un joujou. Voilà, un logiciel de reconnaissance faciale chinois. Donc là, c'est un joujou chinois, quoi. C'est de la drouille, quoi. C'est de la merde, quoi. On est, enfin voilà, quoi. On est à Montgalais et on achète des ordinateurs sans garantie, quoi.
C'est pas ça la Chine en 2026. Faut se réveiller. Donc un logiciel de reconnaissance faciale chinois dont les résultats prouveraient que les photos de jeunesse de Brigitte Macron sont fausses. Ah non, c'est pas ça du tout que j'ai écrit. Donc en fait, il ment. Donc ça prouve pas qu'elles sont fausses. Ça prouve que c'est pas le même individu. Donc là, donc eux, ce qu'ils ont fait, la fabrique du mensonge, c'est qu'ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire que mensonge par omission, ils utilisent une photo, puis ensuite ils l'ont testé sur les membres de leur équipe en faisant n'importe quoi et en expliquant que c'était moi qui avais mal utilisé l'outil et que je me serais auto-dupé. Enfin, c'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule intégral. Donc là, on prend vraiment en fait le téléspectateur pour un con. Voilà, avec en plus l'arrogance d'un Occident. C'est-à-dire, c'est même plus de la décadence, quoi. C'est-à-dire de même pas être capable de comprendre des choses basiques et de prendre à ce point-là les gens pour des cons, quoi. Voilà, donc voilà pour le deuxième mensonge. Là, on est sur un mensonge franc et massif. Hein. Donc, on avait le mensonge sur la chronologie, qui est une forme de mensonge par omission, et puis là, le mensonge franc et massif, c'est-à-dire le leader mondial de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle visuelle. En fait, c'est de la drouille chinoise, et Poussard, il fait n'importe quoi avec ça, puisqu'on l'a testé sur des photos de quand on a 3 ans versus aujourd'hui sur les membres de notre équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ils font n'importe quoi avec le logiciel, et puis ensuite, on pratique effectivement l'inversion accusatoire. Enfin, peu importe. Tout ça est assez dérisoire. Alors, enfin, là, je suis obligé d'y revenir. Il y a un troisième argument qui est l'argument, mais regardez, ces complotistes, en fait, ils font ça pour de l'argent. Pour l'argent. Bah non, je suis désolé, on travaille, on prend des risques, on travaille beaucoup, on travaille à vent contraire, contrairement à eux, puisque la fabrique du mensonge, c'est le service public. Donc c'est vous qui payez. Hein, vous avez rien demandé, mais vous payez, comme dit Audiard, c'est notre oseille qu'ils arrosent les petits comiques. Hein, c'est vous qui payez. Sans compter qu'ils ont la carte de presse, hein, qui est une niche fiscale. Quand même, quand faut falloir redescendre, quand un type vous brandit sa carte de presse en vous disant ah, je suis journaliste, alors vous lui répondez non, c'est juste une niche fiscale. Donc arrêtez votre arrogance, vous êtes payé par le contribuable. En plus, ils bossent avec les équipes de Conspiracy Watch. Enfin là, ça renvoie carrément à l'affaire du fonds Marianne, quoi. Enfin, c'est-à-dire c'est vraiment des ordures, quoi. Voilà. Donc nous, on produit une information indépendante. On est des libres entrepreneurs avec effectivement le coût de cette liberté. Puisque je rappelle, mais tout ça, je suis obligé de rappeler des éléments qui sont pas jamais précisés par la presse. Et quand je fais ce livre, en fait, si vous voulez, là, j'ai évoqué tout à l'heure le contrôle fiscal engagé sur la lettre confidentielle que je dirigeais à l'époque dès novembre 2021, donc dès la parution de la première mouture de mon enquête qui s'appelait Le mystère Brigitte Macron. Et puis sur Devenir Brigitte, ça n'a pas manqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que jusque-là, en fait, si vous voulez, depuis 2021, je ne pouvais pas avoir de compte professionnel ou personnel en France. Donc là, dans le cadre de la relance de mes activités, après m'être fait débarquer de faits et documents, j'avais réouvert un petit compte sur une banque en ligne française qui s'appelle Conto. Pour relancer une société en France afin d'éditer une lettre confidentielle d'information avec des portraits, des enquêtes, comme j'avais fait du temps de Faits et Documents. Bon. D'abord, j'essaye d'éditer mon livre, Devenir Brigitte. Donc je l'édite aux États-Unis avec Amazon et le livre part tout de suite le 5 février. Et je m'étais dit, je vais faire travailler une PME française qui s'appelle The Book Edition, qui est la PME française qui est leader sur le marché de l'auto-édition et qui m'aurait offert l'accès aux libraires. Non pas que j'aurais été affiché dans les gares et dans les points relais, mais ça aurait permis au moins à quelqu'un qui veut acheter Devenir Brigitte d'aller voir son libraire, le libraire le commande et le reçoit. Ce qui est impossible en fait avec Amazon.fr. Donc je voulais faire travailler cette société. Alors cette société m'a envoyé un courrier m'expliquant qu'ils avaient reçu des pressions et qu'ils ne pouvaient pas
je ne pouvais pas les prendre comme prestataires des services, puisque le principe de l'auto-édition, c'est que je suis l'éditeur. Donc, c'est moi qui ai toutes les responsabilités légales. Donc, ils ont été mis sous pression. Pas le faire. Donc, du coup, ça m'a mis 3 semaines de décalage entre la publication de la version française, parce que le temps qu'ils répondent, il y a eu 3 semaines. Donc, entre la version française et la version américaine, suite à quoi j'ai dû mettre un système de précommande. Or, à peine j'avais fini par publier le livre en France sur Amazon.fr, que les 2 exemplaires étaient retirés de la vente sur Amazon à la suite de pression évidemment venue de l'Élysée et qui survenait suite à une visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche fin février 2025, au cours de laquelle il avait demandé à Donald Trump de dire à ses influenceurs, et en particulier à Candace Owens, d'arrêter de parler de sa femme, en contrepartie de quoi il n'interviendrait pas dans le processus de négociation autour de la paix en Ukraine. On en est là. Hein, c'est par ça que les Français sont dirigés, et il faut qu'ils le sachent, qu'ils en prennent conscience et qu'ils en tirent les conséquences. Et donc à la suite de cette visite, ce fait-là a été admis aujourd'hui dans le monde. Donc si c'est admis dans le monde, comme le fait que l'affaire a été gérée par le préfet Patrice Faure, qui est aujourd'hui préfet de police de Paris, l'affaire a été gérée depuis l'Élysée, par Patrice Faure, qui était à l'époque directeur de cabinet de la présidence de la République, qui vient de la DGSE, et qui auparavant était chargé du dossier de la Nouvelle-Calédonie. Donc si vous voulez, donc sa carrière c'est DGSE, Nouvelle-Calédonie, Jean-Michel Trogneux, préfecture de police de Paris. Voilà. Donc on en est là, ils ont mobilisé tous les moyens de la République jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron aille mendier à la Maison-Blanche le fait qu'on ne médiatise plus les affaires autour de sa femme auprès du président des États-Unis. Ça, c'est vraiment la honte au niveau mondial. Et donc à la suite de cette visite, le livre avait été retiré d'Amazon, et puis les Américains m'avaient dit ne t'inquiète pas, ça va être remis sur Internet, ça fait pas partie du deal. Donc le livre était remis. Mais je devais quand même traiter les précommandes, et le retrait du livre avait déglingué, je dirais, la plateforme d'auto-édition d'Amazon, et ce qui fait que pendant 2 mois, je n'ai pas pu exécuter les précommandes avec des gens qui commençaient à gueuler, etc. Et je ne comprenais pas d'où venait le problème. Et finalement, il a fallu que je passe par Amazon.de, c'est-à-dire allemand, espagnol et italien, c'est-à-dire des Amazon étrangers et non pas .fr, pour pouvoir envoyer les exemplaires que les gens avaient précommandés. À la suite de quoi je poursuis la relance de mon activité. Et tout ça nous emmène en octobre 2025, puisqu'il y a effectivement ce qu'on appelle, quand on veut lancer un titre de presse, le dossier de commission paritaire qui doit être déposé fin octobre. Donc j'en profite pour lancer ma lettre et pouvoir bénéficier, comme de droit, d'une commission paritaire qui est en fait une réduction sur les tarifs postaux dans le cadre de la relance de ma lettre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je lance ma lettre, je l'envoie, premier envoi, pas de problème. 1 semaine après, mon compte en banque, le malheureux petit compte en banque que j'avais ouvert en France pour la relance de mes activités, on m'annonce qu'il est fermé. Donc du coup, je me retrouve à bricoler, je dépose un dossier à la Banque de France, dossier dont j'ai absolument aucune nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, on n'a pas le droit de vous laisser sans compte en banque. Donc, je me fais fermer mon compte en banque unilatéralement sur des processus que comprennent très peu les journalistes de gauche, mais tous les militants de droite ou tous les journalistes de droite, de la droite de conviction ou de la dissidence sont aujourd'hui habitués. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sorte de compliance automatisée via des plateformes, une plateforme en Suisse et une plateforme en Roumanie, il me semble, et une sorte de compliance automatisée. Et quand vous avez mauvaise presse, les IA moulinent ce qui est écrit sur vous et ça envoie des signaux à la banque un signal à la banque vous décrivant comme un individu dangereux. Et donc la banque, dans un processus automatisé, il n'y a même plus de fonctionnaires, là on n'est même plus dans Eichmann, si vous voulez, il n'y a même plus de fonctionnaires. Vous ferme vos comptes en banque, donc vous recevez un mail automatisé en vous disant vous avez 15 jours pour retirer vos fonds, votre compte va être fermé. Alors comment ça marche cette compliance automatisée ? C'est très intéressant, et je reviens à l'utilité des fact-checkers, c'est-à-dire que quand vous regardez des émissions de Rudi Reichstadt ou de Tristan Mendès-France ou leurs interventions dans la presse écrite, vous avez l'impression que c'est ridicule, c'est-à-dire complosphère, russosphère, etc. Donc moi par exemple, ça va donner quoi ? C'est-à-dire Xavier Poussard, formé par Emmanuel Ratier, lui-même formé par Henri Coston, antisémite, collaborationniste, d'accord, donc qui va être à l'origine de la rumeur,
qui va séduire, qui va être diffusé ensuite par les cercles MAGA les plus radicaux, ceux de l'assaut du Capitole, par exemple, vous voyez, et qui va être repris par les propagandistes du Kremlin. Donc, si vous voulez, ça, vous pouvez avoir ça dans un article de presse. Donc, ensuite, ça remonte, donc vous avez votre nom, et puis les intelligences artificielles détectent que votre nom est associé à antisémite, collaborationniste, Kremlin et l'assaut du Capitole. Donc, en fait, vous êtes un terroriste, quoi. Et donc, en fait, les banques reçoivent l'alerte qu'ils ont dans leur clientèle quelqu'un qui mène des activités terroristes. Et donc, on vous ferme vos comptes en banque. Donc, ensuite, vous avez le droit de déposer un dossier à la Banque de France pour obtenir, qui a l'obligation de vous ouvrir un compte. Mais la Banque de France, il donne pas suite. Donc, du coup, je me retrouve à bricoler avec un compte courant italien, ce qui est complètement illégal, pour pouvoir encaisser des abonnements. Donc, je relance ma lettre en me disant peut-être que la Banque de France va peut-être... donc, je fais une deuxième tentative de relance de la lettre, de ma publication, la lettre de Xavier Poussard, en espérant que la Banque de France va finir par me répondre. Voilà. Et à ce moment-là, on m'annonce que mon compte à la Poste n'existe plus. Donc, le numéro va poireauter pendant 3 semaines. Et puis, je vais finir par réussir à l'envoyer. Et voyant que j'ai toujours pas de compte en banque et que la déclaration d'impôt arrive, c'est-à-dire que moi, je veux bien payer des impôts en France, ça me dérange pas, via cette société, même si, en toute transparence, je suis résident fiscal italien, mais je veux bien payer des impôts en France, mais la moindre des choses, c'est de pas me mettre dans un trou noir pour me piéger fiscalement en me faisant faire des acrobaties parce qu'on m'a empêché d'être dans la légalité. Donc du coup, j'ai passé les derniers mois, j'ai perdu énormément de temps. Quand je parle du prix de la liberté, c'est ça, c'est énormément de temps à déplacer toutes mes affaires en Italie, à constituer une société en Italie avec effectivement les lenteurs de l'administration italienne. Et voilà. Et donc j'avais fini ce processus et donc j'ai rappelé la Poste pour savoir si mon compte qui était indexé sur ma société française que j'ai dû liquider, mon compte à la Poste pouvait être déplacé sur ma société italienne et on m'a dit que c'était impossible. Donc là, j'arrête les frais puisque de toute façon, c'est-à-dire que j'arrête les frais au niveau de l'envoi papier, puisque l'envoi papier est complètement mais refusé et de toute façon, je n'aurai pas la commission paritaire. C'est-à-dire qu'avant, on connaissait quelqu'un à la commission paritaire qui était plutôt favorable aux publications nationalistes, mais elle est plus là. Ensuite, Rachida Dati, est plutôt brigitologue. D'ailleurs, elle s'est fait pincer parce qu'elle retweetait le compte au retweet français sur des publications sur Brigitte. Et puis, c'est pas une personnalité hostile, mais maintenant avec Catherine Pégard, c'est complètement cuit. Donc, de toute façon, la commission paritaire, on l'aura pas, puisqu'ils l'ont refusé. Maintenant, ils l'ont même refusé à Rivarol. Je vois pas qui ça dérange. Rivarol, c'est une publication. Qu'il y ait un hebdomadaire pétainiste en 2026, c'est pas une menace pour la démocratie, quoi. Je vois pas pourquoi il y avait besoin de faire pression du CRIF, des associations, etc., pour faire retirer la commission paritaire à Rivarol. Enfin, c'est vraiment une offensive généralisée contre la liberté d'informer, en ce qui me concerne, contre la liberté d'expression pour ce qui concerne les autres. Et voilà, donc du coup, tout ça pour dire que je passe ma publication, la lettre de Xavier Poussard, en tout numérique, c'est-à-dire que les abonnés recevront un PDF et qui sera envoyé à travers, et les sous arrivent sur le compte d'une société italienne, et que c'est ça que je voulais exprimer, c'est que cette liberté a un coût et qu'on lutte contre vents et marées. On lutte contre vents et marées, c'est-à-dire que moi je produis un livre qui est publié dans des conditions dantesques, qui est refusé dans une société d'auto-édition, finalement qui passe sur Amazon, qui est retiré d'Amazon, etc. Je tente de relancer une publication, on me ferme mes comptes en banque, le compte à la Poste, je suis obligé de déplacer mes activités, sachant que je peux plus revenir en France, sachant là je parlais du meurtrier de la petite Liana qui avait des antécédents puisque des plaintes avaient été déposées par des parents puisque notamment une dame dont la fille de 11 ans avait été abusée, et cette dame appelait la gendarmerie et on lui disait et les gendarmes me disent mais arrêtez de nous harceler, alors que je rappelle que pour mauditionner les Macron alors que voilà, j'ai écrit si il y a une diffamation, on peut me plaindre pour diffamation et ça suit son cours, il n'y a pas de souci. Là c'était mauditionner
pour le procès du cyberharcèlement de façon à ce que l'avocat de Zoé Sagan, maître Juan Branco, ne puisse pas soulever une requête en nullité, puisqu'à l'origine, Brigitte Macron avait porté plainte pour cyberharcèlement contre moi, mais que tout ça s'était déballonné, s'était dégonflé. Donc on a envoyé à Milan 2 OPJ de Paris avec un attaché d'ambassade pour mobiliser la DIGOS, qui est le service, c'est les services secrets italiens, quoi. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est un pays qui marche complètement sur la tête, et c'est pour ça que je profite de ce premier live et de cette première vidéo pour lancer un appel à l'approche de la première date, donc du procès des Macron contre Candace Owen, qui est la requête en nullité déposée par Candace Owen, qui selon toute vraisemblance devrait aboutir. Donc en fait, la procédure des Macron contre Candace Owens va être annulée. Donc on sera dans une affaire où il n'y aura plus aucune poursuite. En fait, ils se contenteront de la condamnation de Français tirés au sort pour cyberharcèlement. Et donc là, j'enjoins quand même les médias de droite, et je pense en particulier au groupe Bolloré, à traiter l'affaire à ce moment-là. C'est-à-dire cette plainte parce qu'il y a quand même eu l'embauche par les Macron d'un cabinet de barbouzes américains dirigé par Dan Nardello. D'ailleurs, Dan Nardello, dont on découvre qu'il n'est pas seulement une barbouze au service des Macron, on découvre dans les mails d'Epstein que Jeffrey Epstein faisait appel au service de Dan Nardello. Hein, voilà. Donc on a embauché ces barbouzes pour faire des enquêtes principalement sur Candace Owens et sur moi dans une moindre mesure. Ces avocats, Tom Clare est un avocat extrêmement cher aux États-Unis. Qui a payé? Allez poser toutes ces questions et traiter l'affaire. Je sais que quand les Macron ont porté plainte contre Candace Owens, eux, aux États-Unis, avaient fait appel à CNN et au Financial Times, enfin l'équipe de communication à laquelle ils avaient fait appel s'appuyait sur CNN et le Financial Times. En France, la presse devait dételer, notamment CNews, devait traiter l'affaire. Des invités avaient été conviés pour traiter l'affaire sur le plateau de CNews, et ces invités-là ont été déprogrammés au dernier moment. Donc il y a une consigne, ou en tout cas une réticence. Il y a eu à ce moment-là une réticence à traiter l'affaire sur le plateau de CNews. Donc là, j'enjoins quand même les médias, d'ailleurs quels qu'ils soient, à traiter l'affaire pour ce qu'elle est, avec effectivement ce livre « Devenir Brigitte », qui quand même raconte toute l'affaire, puisque c'est pas seulement même des gens qui me sont proches vont dire tiens, c'est vraiment bien ton enquête, c'est vraiment captivant, ça raconte vraiment toute l'affaire, il y a plusieurs temps narratifs, etc. Et les types me disaient, même des amis très proches me disaient, mais je pensais que c'était des comparaisons de pieds, de hanches. Enfin voilà, donc n'écoutez pas ce qu'on vous raconte, allez voir par vous-même les journalistes et couvrez donc cette première partie du procès qui aura lieu donc dans 2 semaines. Rendez-vous donc le 22 juin et en attendant, et rendez-vous la semaine prochaine donc pour le prochain bulletin vidéo de cette chaîne qui sera donc notre outil de communication. Et quant à la lettre et aux envois de la lettre donc au format PDF, puisqu'on est contraint de passer au tout numérique, je donne rendez-vous à mes abonnés dans le courant de la semaine, et je communiquerai à l'occasion sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube, en espérant que ça vous a plu et en vous remerciant de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.